Qui, étant enfant, n'a pas passé par cette phase pendant laquelle on pose 1000 questions à la seconde parce qu'on cherche à comprendre tout le monde qui nous entoure? Très clairement, je faisais pas exception à la règle, peut-être même l'inverse. J'ai passé beaucoup de temps étant enfant à essayer de réfléchir à comment les choses qui m'entouraient pouvaient fonctionner. Et un des moments, même plutôt un des lieux, pendant lesquels je me posais le plus de questions, c'est à chaque fois que j'ai pu avoir l'occasion d'aller à l'aéroport. En attendant mon embarquement, je passais des heures collées derrière la vitre, à regarder les avions décoller, atterrir dans ce super balai aérien. C'est un aspect qui m'a toujours impressionné. Comment ces avions, qui sont si grands, si gros, si lourds, et qui peuvent amener autant de personnes à leur bord, sont-ils capables de voler? Depuis toujours, l'homme rêve de voler. Mais finalement, comment est-ce qu'on passe de ce rêve à la réalité? Je suis Manon, ingénieure en aéronautique, et aujourd'hui, je vais essayer pendant ces quelques minutes de vous emmener avec moi dans le monde de l'aviation, où science, créativité et technologie se rencontrent pour faire les avions de demain. Pour vous décrire un petit peu comment j'en suis arrivée là, quand j'étais enfant, les romans qui me plaisaient le plus, c'était ceux de Saint-Exupéry. Un pilote incroyable qui vivait des aventures folles à bord de son avion. Je pouvais passer des heures et des heures à lire ces livres en boucle, tout en m'imaginant à quoi ça pouvait ressembler, tous ces paysages de désert qu'il voyait depuis en haut de son avion. Toutes ces personnes qu'il rencontrait au fur et à mesure de ses aventures. Et une des questions qui m'obsédait, c'était de me demander ce qu'il pouvait ressentir. Lui qui connaissait et qui maîtrisait tellement bien sa machine, qui pouvait non seulement la piloter dans toutes les conditions possibles et imaginables, mais également la réparer quand il y avait une avarie, et ce, avec très peu de moyens. Je pense que c'est un rêve, peut-être même un rêve au sens littéral, qui m'a obsédée pendant presque toute mon enfance. Donc, bien évidemment, le jour où mon grand-père, lui aussi passionné d'aéronautique, est arrivé avec sa petite idée en tête et m'a dit « T'as vu, dans la ville d'à côté, l'aéroclub fait des portes ouvertes. Ça te dirait pas qu'on aille y faire un tour ?» Alors non seulement j'ai dit un grand oui, mais le soir même, j'étais inscrite pour passer mon brevet de pilotage. Donc voilà comment finalement, à 15 ans seulement, j'ai commencé à apprendre à piloter les avions et je suis littéralement tombée amoureuse d'eux, et c'est encore le cas aujourd'hui. À chaque époque, ce sont les rêveurs qui ont fait avancer les choses, qui nous ont fait bouger, qui nous ont fait nous tourner vers l'avenir. Et moi, ces rêveurs, comme le sont Saint-Exupéry, mais comme l'est aussi mon grand-père finalement, ce sont eux qui m'ont inspirée et qui m'ont amenée jusqu'à l'école d'ingénieur, moment où finalement l'aéronautique, c'est allé au-delà de la passion. Ça a été vraiment un défi à relever. Je voulais quand même faire une petite précision. Dans mon cas, j'ai découvert très tôt ce qui me plaisait. Je sais que c'est loin d'être la norme et toutes les personnes que j'ai dans mon quotidien qui ont fait une école d'ingénieur ou qui travaillent avec moi, beaucoup l'ont découvert bien plus tard, voire ne savent toujours pas si c'est réellement ça leur passion ou si un jour ils vont trouver une autre formation qui va leur plaire plus et aller dans un autre domaine. Je pense que j'ai eu énormément de chance de découvrir ça très tôt et que ça a facilité mon parcours. Pour parler de mon parcours, justement, j'ai eu un parcours des plus classiques. J'ai fait un bac scientifique, donc aujourd'hui ce serait des dominantes physique, mathématiques, avec une option sciences de l'ingénieur que j'ai commencé dès la seconde. Et une fois le bac en poche, ça m'a permis d'intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles, aussi appelées classes prépa. Donc là aussi, j'ai pris les options physique et sciences de l'ingénieur. Bon, il se trouve que ça a été les moments les plus durs dans mon apprentissage, je crois, les classes prépa, et de très loin. Je n'avais pas forcément conscience du nombre d'informations qu'il allait falloir non seulement comprendre, mais également, quand on les comprend pas, les retenir. Et ça a été un véritable défi pour moi, auquel j'étais peut-être pas assez préparée, mais finalement, tout s'est quand même bien passé. Je me suis accrochée, j'ai persévéré, et ça m'a permis de rentrer en école d'ingénieur. Un petit mot sur mon école d'ingénieur. J'ai pu intégrer l'EPF, qui est une très belle école et dont je vais parler aujourd'hui, rapidement. Donc l'EPF, c'est l'ex-école polytechnique féminine. Elle a été fondée il y a 100 ans exactement. Elle fête ses 100 ans cette année, en 1925, par Marie-Louise Paris, qui en avait marre de voir que Polytechnique était exclusivement réservé aux hommes, alors que les femmes aussi peuvent être ingénieurs.
et elle le prouve depuis 100 ans que son école existe. Donc c'est une école d'ingénieurs généralistes, mais qui avait le gros avantage, dans mon cas, d'avoir une spécificité aéronautique plutôt reconnue en fin de cursus. Finalement, c'est en école d'ingénieur que je me suis vraiment découverte et où je me suis complètement épanouie. Et ce, pour plusieurs raisons. Même si en école d'ingénieur et dans les métiers qui en découlent par la suite, les femmes sont toujours bien trop peu représentées, il n'empêche que ça a été un moment où je me suis sentie à l'aise, où je me suis sentie à ma place. Je ne me suis jamais sentie mise de côté, je ne me suis jamais sentie non écoutée. Au contraire, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'esprit d'équipe était particulièrement important. Que être bon en sciences, c'était bien. Avoir une vision long terme, être créatif, aimer l'art, ça pouvait également être une force. Il y a plusieurs projets qui m'ont beaucoup plu. Même si le travail d'équipe, vous vous en doutez bien, quand on est en école d'ingénieur, qu'on a une vingtaine d'années, on a parfois un petit peu de mal à travailler tous en équipe et à tous travailler au même rythme. Il y a tellement d'activités plus importantes que travailler pour les cours. Il n'empêche que ça s'est quand même toujours très bien passé. Et il y a un projet qui nous a vraiment permis de montrer qu'ensemble, on était plus fort. C'était un projet de conception d'un drone électrique. L'objectif était de démontrer qu'on pouvait se servir de drones électriques pour faire de la livraison, pour remplacer les camionnettes, finalement, qu'on croise partout. Bon, à notre échelle d'élèves ingénieurs, on nous a fait faire un drone de 50 cm sur 50 cm, capable de transporter une charge de 2 kg, d'un point A à un point B. C'était déjà très bien pour notre petit niveau d'élève. Et finalement, dans ce projet, non seulement créer ce drone, créer la pince qui allait pouvoir attraper notre charge, et surtout rendre le fait d'attraper cette charge automatique, c'était un réel défi. Et une personne seule, dans le temps imparti qu'on nous avait donné, n'aurait jamais pu le faire. En revanche, nos 8 cerveaux de petits élèves, tous à plancher ensemble, à réfléchir. Comment est-ce qu'on allait pouvoir faire une pince? Parce qu'évidemment, on nous a donné une forme que les pinces du commerce ne pouvaient pas attraper, sinon c'était trop simple. Donc comment la dessiner pour qu'elle puisse être contrôlée à distance? Comment faire en sorte qu'elle puisse tenir notre charge? Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, mais une charge d'entre 1 et 2 kg pour une petite pince faite en impression 3D, ça peut être beaucoup. Donc comment faire en sorte que tout ça fonctionne? Comment le dessiner? Comment l'imprimer en 3D? Comment le construire? Et ensuite, comment le piloter? Parce que c'est bien beau d'avoir un drone et de s'amuser à le fabriquer, mais si on ne peut pas utiliser la radiocommande pour le piloter à la fin, ça l'est quand même un peu moins. Donc finalement, nos 8 profils, tous différents, hommes, femmes, qu'importe, chacun a apporté sa vision et on a réussi, en 8 mois à peu près, à faire toutes ces étapes et à construire notre drone et à le faire voler. C'est là finalement que j'ai vraiment compris que l'ingénierie, c'était pas seulement de la technique, c'était pas seulement des sciences, c'était vraiment un mélange entre créativité et technologie. Et c'est ça qui nous permet d'innover pour l'avenir. Maintenant, si je reviens un petit peu à l'aéronautique, qui est quand même le milieu qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un milieu dans lequel il y a énormément d'enjeux. On le sait aujourd'hui, que ce soit pour l'aviation militaire dans le contexte géopolitique actuel, qui reste quand même un des enjeux clés de notre défense, ou que ce soit dans l'aviation civile, ou tous les aspects aviation durable, pour pouvoir s'adapter à notre environnement et aux problèmes climatiques actuels, sont des réels enjeux. Bien évidemment, pour aller en ce sens, les industries s'adaptent. Les industries réfléchissent au long terme. On va mettre en place des nouvelles technologies, réfléchir à des nouveaux matériaux, plus légers, plus résistants, à de la motorisation électrique, par exemple, ou encore à des moteurs hybrides, avec la possibilité d'utiliser les carburants SAF, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont un moins fort impact environnemental. On va également travailler sur les formes pour avoir des avions qui passent mieux dans l'air et qui donc vont moins consommer. Déjà, aujourd'hui. Finalement, tous ces enjeux-là, ça amène quand même une problématique. Comment est-ce qu'on va faire que l'avion de demain, qui sera bien plus respectueux de l'environnement, aura toujours les mêmes performances? Parce qu'un avion, ça a des performances très élevées. Eh bien, c'est tout l'enjeu de mon quotidien en tant qu'ingénieur performance avion. Finalement, les performances d'un avion, c'est quoi? Il y a d'abord au sol, il va falloir qu'il soit capable de décoller et d'atterrir, et ce, au plus d'endroits du globe possible, sur des aéroports parfois très compliqués, des aéroports entourés de buildings, ou des aéroports très en altitude qu'on a du mal à atteindre. Il faut également qu'il soit capable
en vol, d'aller là où on veut. La grosse question des performances d'un avion en vol, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller? Avec un plein, avec combien de personnes à leur bord, sans oublier leur bagage, et ce, en combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, si l'avion reste un des modes de transport qui séduit autant les gens, c'est parce que, oui, on peut aller partout autour du monde, mais on peut y aller vite. Finalement, lorsque mes collègues qui travaillent au dessin vont apporter une nouvelle forme, ou que le motoriste va dire « Tiens, je propose ce carburant qui a telle propriété ». Ou, quant à l'aéro, ils vont nous dire « Et si on changeait un petit peu ce profil pour qu'on pénètre mieux dans l'air ?» Mon métier, ça va être d'arriver, de prendre toutes ces informations et d'en faire un modèle le plus proche possible de la réalité. Comme ça, dès la phase de conception, on va pouvoir vérifier que les performances de notre avion correspondent à ce qui est voulu. Et puis, si ça ne correspond pas, on va réfléchir tous ensemble à une solution pour aller dans la bonne direction. Et quand je dis tous ensemble, je parle évidemment des ingénieurs, mais je parle également des techniciens qui vont devoir après usiner les pièces. Si on fait des choses trop compliquées, ils ne pourront pas le faire. Et je parle également des pilotes, parce que eux aussi sont souvent vraiment force de proposition, et c'est quand même eux, à la fin, qui auront l'appareil entre les mains. Donc voilà, comment est-ce que je passe de la conception jusqu'aux essais en vol, moment crucial, où on voit si la rencontre entre la théorie et la pratique se passe bien. Bon, globalement, dans l'aéronautique, on laisse pas trop la place au suspense, et à part quelques surconsommations parfois pas prévues, quelques vibrations, on évite d'avoir des grandes surprises en vol. Et donc finalement, ce que je retrouve dans mon métier au quotidien, c'est déjà ce qui m'avait plu en école d'ingénieur. Travailler tous ensemble, réfléchir à des solutions. Tous ensemble, de métiers très différents, parce qu'il n'y a pas un seul métier dans l'ingénierie, il n'y a pas un seul métier dans l'ingénierie aéronautique. Il y a la structure, il y a les matériaux, il y a les performances, il y a la motorisation, il y a donc tout ce qui est la gestion de l'énergie, il y a la gestion des systèmes, des radars. Finalement, tout ça, la seule façon pour qu'on arrive à en faire un avion, c'est de réussir à communiquer et à travailler tous ensemble. Et tout ça, ça demande des profils divers et variés. Donc, c'est pas parce qu'on se dit « Non, moi je comprends pas trop le principe de la physique, des forces, tout ça ». Très bien, tu peux être ingénieur chimiste si c'est la chimie qui te plaît. Ça sera absolument pas un souci, et au contraire, c'est tout à fait nécessaire pour inventer les matériaux de demain. Donc voilà, si je devais conclure et vous laisser sur une phrase, c'est qu'il faut oser croire, oser rêver grand. Parce qu'après tout, chaque petite idée qu'on a aujourd'hui, ce sera peut-être l'innovation technologique de demain qui révolutionnera l'aéronautique. L'aéronautique et l'aviation a des grands enjeux dans le futur proche et lointain, on le suppose, jusqu'à ce qu'on aille nous aussi dans l'espace. Il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas de raison. Donc on a des enjeux forts. Et chacun, chaque profil, chaque personne, chaque rêveur, chaque ingénieur aura sa pièce à apporter à l'édifice. Merci beaucoup.